Yann Sénéchal avec nous autres dans le live pour débuter la semaine. La fin de semaine a été bonne en quantité de choses à jaser, mon ami Yann. Quand même. Vraiment surprenant. Mais en même temps, je veux dire, le truc de la fin de semaine, c'est le sondage, le taponnage de sondage de la Ville de Québec. Je veux dire, c'est... J'ai senti que Radio-Canada t'a insulté de s'être fait prendre pour une valise. Là, tu parles du gars qui est intervenu avec Bruno Savard, non? Oui, exactement. L'audio qu'on a vu, là. Tu sais, les journalistes, ils ont leur défaut. Là. Hey, je pose une question de même. Combien de gens ont vu cet extrait-là live comparativement à ce qu'on a vu sur X? Mon feeling, c'est quasiment du 100 pour 1. Je me trompe-tu? Ah, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu live. Ouais. Honnêtement, mais il fait le tour des réseaux sociaux, cet extrait-là, puis ça choque les gens et ça choque les journalistes. Puis ça, c'est un gros game changer dans l'histoire. Parce que Bruno Marchand, là, je veux dire, il faisait comme si son règne était assis sur des résultats d'élections à Labomesque, si on veut. Ouais. Mais c'est pas le cas. Je veux dire, il est passé sur un cheveu sa soupe. Là. Je veux dire, oui. Ben, il y a eu une mairesse pendant 3/4 d'heure. Ben, exactement. Fait que, il était très, très, très autoritaire dans sa façon d'agir. Il imposait son désir comme une réalité. Il n'est pas capable d'avouer qu'il ne s'était pas fait élire avec le tramway. C'était pas un partisan du tramway dans son élection. C'était quelqu'un qui voulait changer profondément le tramway, puis il disait lui-même qu'il n'était pas sûr, puis il disait lui-même s'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, il n'irait pas. Fait que là, tout le monde se rappelle un peu de ça. Les journalistes, on sent qu'ils veulent le tramway, on sent qu'ils voulaient ce projet-là, mais pas au prix de se faire bullshiter. Puis moi, je pense que ce qui a changé en fin de semaine, puis on va le voir plus dans les prochaines semaines, il ne fera pas un beau tour, Bruno Marchand, parce qu'il a bullshité des journalistes, il a ri d'eux autres, les journalistes ont eu la cave. D'abord et avant tout, un journaliste, il y a des affaires que c'est capable de tolérer, mais ça l'aime pas vraiment avoir la cave. Donc, eux autres, quand ils ont distribué le chiffre de 40%, la Ville de Québec, de dire que c'était rendu ça l'acceptabilité, puis ça n'avait pas vraiment bougé, c'était à peu près dans la marge d'erreur, les journalistes ont commencé à faire circuler cette information-là pour de vrai. Donc, ils ont pas Taeb se fait avoir, là. Carrément, ils n'ont pas fait de vérification très intensive sur ces chiffres-là. La Ville a dit ces chiffres-là. Nous autres, on les a transmis parce qu'on est habitué de transmettre les chiffres de la Ville sans trop regarder. Ouais, mais sauf que le papier qu'ils ont reçu, Stéphane Lachance me l'a envoyé, là. C'est vraiment indiqué en bas clairement, là. Tu sais, ça ne prend pas une grosse recherche et un gros calcul. Il y avait un astérix en bas qui le disait, le chiffre. Donc, c'était là. Ça prouve qu'ils ne le regardent pas. Ça prouve qu'ils transmettent l'information sans trop d'efforts, d'habitude. Puis généralement, ils font confiance aux politiciens qui leur donnent l'information parce qu'ils ne sont pas vaillants. Ça, c'est des caractéristiques de base des journalistes. Ouais. Mais le deal implicite entre les journalistes et les politiciens, c'est genre, faux-moi pas. J'ai pas le goût de travailler fort, puis je vais distribuer la cochonnerie que tu veux à la population. Fais-moi pas travailler fort, mais Christy, arrange-toi pas que j'ai la fou, par contre. Puis c'est ce lien de confiance-là qui a été brisé entre les journalistes puis Bruno Marchand, puis ça va écouter sauf cher. Karine Gagnon. Ouais, mais je veux dire, y a-tu quoi faire avec elle? Oh, ça montre pareil. C'est parce que je suis pas le seul, là. Tu sais, Bruno Marchand, je le dis souvent, je le connaissais avant la politique. Bon, ça fait longtemps que Bruno Marchand se promène dans plein d'affaires, plein d'organisations. Il y a longtemps, moi j'ai croisé Bruno Marchand il y a longtemps, puis je savais déjà qu'il y avait une idée derrière de la tête de faire la politique un jour. Mais il y a une chose, je l'ai dit à Radio X quand ce gars-là s'est présenté, je ne savais pas qui était autant QS, je savais qu'il était à gauche par le travail qu'il avait fait, puis pour avoir parlé avec lui pour d'autres occasions, je savais que c'était un gars plus de gauche que de centre et même de loin de droite. Mais je veux dire, j'étais capable de voir que ça avait l'air d'un gars authentique, un gars consciencieux, un gars droit, un gars avec des choses qui diffèrent de moi, mais au moins, il avait l'air d'un gars vrai. Puis je l'ai dit pendant la campagne, puis Bruno m'a écrit, puis il me dit, je suis content, je sais que peut-être tu ne voteras pas pour moi, mais ça m'a fait du plaisir que tu dises ça. J'ai dit, ça va faire du bien, parce que la bombe a tellement été méchant, il a tellement pas été fin, que là, finalement, on va avoir un gars de cœur puis un gars brillant. Puis peu importe qu'il soit d'un bord ou de l'autre, là, c'est secondaire avec l'air qu'on avait eu de la bombe. Christy, que je me suis trompé, pas juste sur comment QS il est,
Mais comment ce gars-là me déçoit, puis je me dis, l'homme, je continue à penser que l'homme n'est pas de même. Comment se fait-il que quand ils s'assoient sur une chaise où ils ont du pouvoir, où ils ont... Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent de même? Parce qu'on va se le dire, là, l'homme, je tasse l'homme du politicien, mais le politicien, maintenant, là, ce que je vois dans son front, c'est marqué crosseur. Et je ne l'ai pas vu venir. Ah, puis je me demande à quel point il est à l'aise dans ce rôle-là, parce que tu sens qu'il est pété, tu sens qu'il est brûlé, tu sens qu'il n'y a pas la joie de vivre qu'il y avait au début. Du tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, coudonc, là, c'est qui le veut, le foutu tramway? On peut-tu répondre à cette question-là? C'est qui le veut, là? Au-delà des journalistes, au-delà des maires. Ben, groupe d'ingénierie, les Pomerleau de ce monde, la gang de la Pocatière, il y a un paquet de monde là-dedans. Là. Tu sais, on a vu des histoires sortir avec Yvon Charest, son fils. Dans toute cette histoire-là, on sait que c'est quand même assez proche de Bruno Marchand aussi. Et de la bombe. Tu sais, à un moment donné, là, pouvez-vous nous dire c'est qui le veut? Puis c'est qui met cette pression-là sur ce politicien-là pour avoir ce tramway-là? Parce que... Il est plus à l'aise. Il n'a pas l'air à l'aise, mais en même temps, il défend bec et ongle. Puis on sent qu'il se sent obligé. Puis il est prêt à tout. Moi, ce qui me fait capoter dans cette histoire-là, c'est qu'il semble prêt à tout parce que là, il a crossé les journalistes. Puis ça, c'est nuisible pour lui parce que dans le futur, les journalistes vont être beaucoup plus vigilants. Puis ils ont une dent contre lui. Donc, éventuellement, ils vont le faire mal paraître. Puis ça, tu veux pas ça quand tu es politicien. Tu veux pas te pincer avec les journalistes de cette façon-là parce que moi, ce que j'ai senti quand tu regardes l'extrait entre Bruno Savard et Olivier Lemieux à Radio-Canada, tu sens qu'il y en a un qui s'est fait baiser et qui n'est pas content. Puis c'est sa façon de lui rendre sa monnaie de sa pièce. Oui. Il y a effectivement un élément de confiance qui semble carrément crasher, là, si je peux prendre l'expression, crasher complètement. Puis effectivement, quand les médias, parce qu'il l'appuie dans son projet, les médias sont pro-tramway. Mais là, ils sont comme déchirés entre qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce que on crush le gars qui a ri de nous autres, en même temps, on va écraser le projet. Comment ils vont réagir, eux autres? Parce qu'ils sont pro-tramway, les médias, là. Commence à être dur à défendre le tramway à 36 % de support dans la ville de Québec et surtout un support concentré dans les deux comtés Québec solidaire puis un petit peu celui de Jean Talon qui est péquiste maintenant. Tout le monde comprend que stratégiquement, la CAQ largue le projet du tramway et ils scorent des points dans tout leur comté caquiste. D'ailleurs, ça c'est vraiment important, les dernières projections de sondage avec la remontée du PQ puis l'affaiblissement un peu de la CAQ, principalement dans la région de Québec, c'est tout ce que ça donne, Jeff. Ça donne que présentement, il y a 5 comtés qui pourraient être passés carrément au niveau du Parti conservateur du Québec. Si on fait une élection demain matin, avec les résultats de sondage qui sont sensiblement pareils pour le PCQ qu'à la dernière élection, ils ont eu un creux, les conspis les ont largués, puis éventuellement, ils ont remonté avec le travail de la dernière année. Ben, on est vraiment dans une situation où est-ce que si on refait l'élection, la CAQ passerait à peu près à 78 députés et le PCQ n'en gagnerait 5. Oui, c'est à peu près le calcul que j'avais fait. Oui. Et qui est-ce qui est en danger? Ça, c'est encore plus intéressant à regarder qui est-ce qui est en danger. Les deux Éric Kerr. Éric Kerr, mais les deux comtés de la Beauce et Bellechasse, ça serait réglé PCQ ou presque. Ouais. Tu as le comté d'Éric Kerr, la Pelletrie, qui pourrait passer aux mains du PCQ. Tu as le comté de Sylvain Lévesque dans Chauveau, qui pourrait passer aux mains du PCQ. Et tu as le comté de Geneviève Guilbeault, qui pourrait passer aux mains du PQ. Oh! alors que c'est pas la pire, là. J'ai aimé sa réponse sur le transport en commun en fin de semaine pour les déficits. Là. Exactement. Donc, on est dans une position où est-ce que la CAQ va bouger. Puis la pression va venir de l'interne. Parce que là, Guilbeault a capote sa vie. Sylvain Lévesque capote sa vie. Éric Kerr capote sa vie. Ça. Puis eux autres, larguer le tramway demain matin, ils scorent plus de points avec ça que d'accepter le troisième lien. Oui, sauf que la CAQ, en ce moment, c'est ça l'affaire. C'est que dans le bureau fermé, ils sont un peu poignés. Parce que d'un bord, tu as les citoyens, puis de l'autre bord, tu as la Chambre de commerce de Québec, tu as le Conseil du patronat, tu as le Mouvement des jardins, tu as l'Université Laval. Il y en a plein d'autres de même qui sont pour le tramway, ouvertement. Donc, il y a comme un clash entre des espèces d'institutions puis le peuple. Ouais. Il y a vraiment une... Oui, mais puis aussi, là, l'élection est loin, je comprends, là, mais l'élection est loin, puis le PQ va tirer dans sa chaloupe au moins 50 fois d'ici la prochaine élection. Ils ont réussi deux affaires pas pires depuis à peu près une semaine.
On dirait qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche maintenant, là, ils sont comme un peu déphasés, puis ils risquent de tout briser cette augmentation-là. Mais effectivement, il faut que la CAQ, quand même, soit vigilant. Hey, je vais te faire entendre le bout que tu dis, le ton du reportage, de la manière que c'est présenté également par Bruno Savard à Radio-Canada. Je pense que c'est quoi, vendredi, ça? Je pense que oui. Vendredi. L'appui au tramway qui fléchit à Québec. Les plus récents chiffres publiés par la Ville de Québec font état d'une perte de 6 points de pourcentage par rapport à la même date de l'an dernier. Et Olivier, notons que la Ville l'a présenté autrement ce matin, cependant. Oui, effectivement. Depuis ce matin, Bruno, le chiffre qui est mis de l'avant par la Ville, c'est 40 %. Alors, 40 % au global, 40 % d'appui à Québec pour le tramway. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que pour arriver à ce 40 %-là, la firme de sondage léger a retiré de son échantillon les « je ne sais pas ». Les gens sondés, mais qui ne se prononcent pas sur le projet. Il y en a dans tous les sondages. Donc, on les a retirés et on a rapetissé donc la taille de l'échantillon, ce qui a fait gagner quelques points aux appuis du tramway. Le problème, c'est que c'est un changement méthodologique par rapport aux autres sondages menés par Léger pour le compte de la Ville de Québec. Il y en a eu 3 depuis janvier 2022. Et c'est pour ça qu'à Radio-Canada, on choisit de parler donc d'un appui à 36 % et pas à 40 % pour le tramway. Donc, voilà le ton du journaliste qui s'est fait fourrer. Qu'est-ce que tu penses que la mairie puis la gang à l'hôtel de ville pensaient entre 36 et 40? Je comprends, il y a un genre de step psychologique d'être à 40, est un peu, comme tu disais, dans la marge d'erreur des derniers, donc tu n'as pas de baisse. Mais je veux dire, ça sauve pas ton projet pareil, 40 ou 36. Tu dis, je risque de perdre ma crédibilité pour 4 % qui finalement ne changera rien. Qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête, eux autres? Ben, écoute, je pense qu'ils sont fourrés dans le sens qu'ils auraient préféré jamais faire le sondage. C'est l'affaire, c'est qu'ils étaient obligés de le divulguer parce que c'est un organisme public. Puis, honnêtement, c'est vrai qu'ils n'auraient jamais dû faire le sondage parce que tout ce que ça montre, c'est le trend. Parce qu'en politique, c'est pas nécessairement le niveau d'appui qui est important, c'est la direction vers où ça s'en va. Le trend est négatif. On parle des sommets de 44 % puis on drop à 36 %. C'est une baisse qui est quand même importante. On parle de 8 % pour un projet qui, techniquement, représente beaucoup d'argent pour la région. Là, tu es en train de me dire que la région de Québec va se faire arroser de milliards de dollars pour ce projet de tramway-là et qu'il y a à peine 36 % des gens qui sont d'accord avec ça. Ouais. Mais là, tu as vu la spin de la gang de la Joute. Ouais, mais il faut... D'abord, Stéphane Bédard nous a dit carrément que les gens doivent... Ben, c'est pas de même que ça marche. Là, c'est que tu vas te tourner vers les endroits où ils passent. Tu vas regarder les gens qui le prennent. Puis à partir de là, ben, tu l'imposes pareil. Puis ce que lui dit, c'est que tu le fais... ben, regarde, je vais te le faire entendre, OK? Mais Stéphane, ça va être quoi, à la limite? En conclusion, c'est pas trop peur, ces chiffres-là, qui sont seulement en 36,8 % d'appui. Demande aux gens qui sont sur le tracé, qui vont l'utiliser, puis ça a l'air, selon ces sondages-là, qu'il est là, l'appui, là. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne l'utiliseront pas, fait qu'eux, ils disent on ne devrait pas en avoir. Je veux dire, c'est circulaire comme argument, là. Bien, circulaire, c'est bien dit. On faisait ça en commission parlementaire pour gagner du temps des arguments circulaires, mais effectivement, tu le fais pour ceux qui en ont besoin et qui attendent, parce que tu attends à Québec, là. Si quelqu'un pense qu'il n'y a pas de besoin à Québec, il y en a, donc il faut le faire. Et si l'éléphant est trop gros, ben, il mangera en bouchée. Ah, on a fini ça avec des belles expressions aujourd'hui. Wow! Voyons, mais là, on parle de plusieurs milliards de dollars, quasiment à 10, on va se le dire. Puis on nous dit que si les 3 comtés touchés par ce tramway-là, parce que c'est à peu près l'équivalent de 3 comtés, si eux sont d'accord, on va le faire. Vous rendez-vous compte du ridicule de ce projet-là? Mais ça n'a pas bon sens. Mais il y a juste mais tu vois comment... appui. Stéphane Bédard, là, c'est un politicien de carrière. Il n'en fait plus, là, mais tu vois comment ça se passe pareil. Là. Dans sa tête, c'est clair. On va le faire manger à petite cuillère, puis ils vont finir par le manger au complet, l'éléphant. Ça, c'est clair. C'est de même que ça marche. Ah, on est dans une... Ça, c'est... Il y a un problème qui arrive. C'est un problème économique qui est super connu. On appelle ça le sunk cost fallacy. C'est qu'il y a tellement d'investissements de temps, d'énergie, d'efforts et même d'argent maintenant dans le tramway que tous les gens qui ont commencé le projet ont peur d'avoir l'air fou. Un exemple dans le psyché des gens le plus facile à comprendre, Jeff, si tu t'achètes des billets pour un show que tu aimes beaucoup,
puis tu décides d'aller à ce spectacle-là, puis tu dépenses des centaines de dollars pour y aller. Par contre, la veille, tu files pas, tu es malade. Tu n'as pas la tête à aller à un spectacle. Si tu y vas pas, ça te coûte-tu de l'argent de ne pas y aller? Ça te coûte absolument rien. L'argent est déjà dépensé de toute façon. Oui. Tu ne perds pas d'argent ou rien, mais tu n'as pas le goût d'y aller au spectacle. Plus souvent qu'autrement, tu vas faire un effort, mais tu vas y aller pareil. Parce que ton argent est déjà dépensé. Fait que tu te dis, ben là, il est déjà dépensé, je vais aller à un spectacle que je n'ai pas le goût d'aller, même si je ne fais le pas. Mhm. Par contre, si le billet t'a été donné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te choquer. Oui. Oui. Pourtant, c'est le même spectacle. Oui. C'est le même état d'esprit, puis c'est toute la même affaire. Oui. Mais ce biais psychologique-là qu'on a, ce biais cognitif-là, c'est exactement le biais que tous les journalistes et tous les politiciens qui se sont prononcés en faveur du tramway vivent présentement. Ils ne peuvent plus reculer, ils vont avoir la cave. Ouais, il est là le bug. En Il y a fait, le ce qu'il doit... En même temps, ils disent, on se fait casser la tête là, depuis des années, c'est un projet régional. Il faut voir grand. là. C'est un projet régional, OK? Là, il y a juste il y a juste 3 places dans la ville qui en veulent. Mais mais c'est un projet régional ou c'en est pas un? Mais si c'en est un, écoute tout le monde. Non, on n'écoutera pas tout le monde. On va écouter juste les 3 places qui en veulent. Voyons, non, ça ne faisait pas de bout. Là. By the way, j'ai ma passe, là. Et quand tu vas sur gmapasse.org, là, oui, j'ai ma passe. C'est la gang de crinqués qui pompe le tramway depuis tout le temps. Là. C'est un désastre, là. Dans le sens que c'est tout le pompage tramway qu'il y a depuis des années, ça donne ce résultat-là. Ça lève 0, 0, 0, 0. Mais regarde, les rivières, Vanier-les-Rivières, Mario Asselin, qui est un élu, puis il va avoir une belle pension, qui est un gars invisible, complètement invisible. Un ancien directeur d'école complètement invisible. Le gars est capable de... C'est Samuel Poulain de Québec. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le gars est nulle part. Mais on a réussi à le pogner. Il a donné un petit 19 secondes à TVA sur ce qu'il pense du résultat du sondage. Vous allez comprendre une autre affaire encore. Dans votre circonscription, c'est environ 29 % le taux d'appui, donc on sent que c'est pas très élevé. Là. Oui, mais ils n'ont jamais non plus été très, très élevés dans mon comté. Donc, au-delà des chiffres, ça reste que les gens nous le disent, ils sont pour que les projets continuent. Hein? Donc, lui, lui, il trouve, il fouille le monde qu'ils veulent, puis ils m'ont dit de continuer. Ouais, mais c'est parce que, mettons, dans la place, il y a 100 000 personnes, sont 1000 qui le veulent. Ouais, mais les 1000 m'ont dit de continuer. Ouais, mais les 99 000, eux autres, ouais, c'est pas grave, on s'accuse pas d'eux autres. Tu sais, c'est sacrement. Mais toute la game démocratique, c'est vraiment. Là, on est comme en train d'ouvrir les lumières sur la game démocratique, qui est une des plus grosses jokes de l'histoire, finalement. Tout est joué par en arrière. Tu vois aussi qu'il y a un grand manque d'imputabilité. Ce type de projet-là, l'argent s'en va direct sur la dette. Ça passe pas par les budgets, puis ça paraît. C'est qu'ils s'en foutent toute la gang. Il y a quelqu'un qui paye à quelque part, puis c'est pas le citoyen d'aujourd'hui, c'est le citoyen de dans 15 ou 20 ans. Oui. Ça, là, c'est vraiment problématique. S'ils devaient faire rentrer le tramway dans leur budget immédiatement, là, avec un amortissement sur 5 ou 6 ans, là, on n'entendrait même pas parler de ces projets-là. Si les villes devaient financer eux-mêmes leurs propres projets en émettant leurs propres obligations pour s'endetter pour ce projet-là, on n'entendrait même pas parler non plus. Ça n'existerait pas, ces projets-là. La seule raison pourquoi ça existe, c'est qu'il y a de l'argent au fédéral. De l'argent qui, by the way, est en train de se faire couper au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Le fédéral n'a plus une scène. Le provincial n'a plus une scène. Alors, regarde, ce que Guilbeault a fait en fin de semaine, d'arriver et de dire là, gérez-vous. Là. Vous voulez qu'on éponge 75 % du déficit, mais on n'a pas notre mot à dire dans votre gestion. Puis vous avez une gestion de marde. Grosso modo, c'est ça qu'il a dit aux organismes de transport en commun. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis ça ne fonctionne pas, ça. Mais même à ça, regarde le gouvernement présentement dans sa négociation avec le secteur public, c'est pareil. Il essaie de jouer juste sur les trucs qui touchent son budget, puis c'est là-dessus qu'il est stiff. Es-tu d'accord avec moi que l'offre patronale qui est faite aux employés en termes de salaire seulement, si on regarde juste ça, est complètement ridicule? Dans le sens qu'on lui offrait 9, maintenant c'est 10,3 % sur 5 ans. Par rapport à l'inflation qu'il y a eu dans les 2 dernières années, puis l'inflation qu'il pourrait avoir dans les prochaines je comprends même pas pourquoi ils veulent s'entendre sur 5 ans, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Pourquoi on ne gère pas un peu de rétroactif de la dernière année?
sur le coût de la vie, pourquoi on ne gère pas la prochaine, puis on s'en reparle dans 1 an. Parce qu'on ne sait pas, si on est capable de retomber par un coup de baguette magique à 2 bien on les met à 2 Mais je veux dire, là, on ne le sait pas. Là. On a un peu de rattrapage. L'année en cours, on la connaît, mais les 4 prochaines années, on ne le sait pas. C'est-tu 3, c'est-tu 3,5, c'est-tu 2,5, c'est-tu 2? On ne sait pas comment ça va virer, cette affaire-là. Mais une chose est sûre, c'est que si... Moi, je suis d'accord que c'est pas assez élevé parce que là, on veut pas que les gens s'appauvrissent, mais on veut que la patente coule. Mais il y a à l'inverse, puis je pense que tu l'as souligné sur Twitter en fin de semaine, sur X, tu as dit, écoute, on est capable de leur donner ce qu'ils veulent, mais en contrepartie, on ne peut pas garder le nombre qu'on a en ce moment. C'est ça qu'il faut retenir aussi, là. Ben exactement. Puis les gros problèmes qu'on a avec la fonction publique, c'est surtout au niveau du fonds de pension puis la dette que ça crée. Mais les gouvernements s'en contrefichent de ce bout-là parce que ça ne rentre pas tant dans leur budget. Eux autres, tout ce qui compte, c'est la masse salariale. Donc, tu es vraiment dans une situation où est-ce que le gouvernement s'en va se pogner de front avec les syndicats. Ça va brasser. On va avoir des grèves pour de vrai. Nos services aux citoyens vont être dégueulasses pendant des mois de temps à cause de ces grèves-là. Et on va sortir de ça, tout ça pour essayer d'économiser sur le taux horaire des gens, sur le salaire comme tel. Qui va occasionner quoi? Qui va occasionner qu'on va perdre souvent les meilleurs employés qui vont finir par aller travailler au privé. Parce qu'au privé, ils se font augmenter le salaire comme du monde de ce côté-là. Donc, tu vas perdre tes meilleurs employés du gouvernement. Tu vas garder tes plus totons. Ça, c'est sûr que tu les gardes. Les mauvais, tu les gardes. Eux autres, ils ne sont pas employables au privé, les mauvais. Fait qu'eux autres, tu vas les garder. Puis, tu continues à leur donner des gros fonds de pension qui accumulent de la dette à n'en plus finir. Là, à un moment donné, si tu veux te pogner de front avec les syndicats, peux-tu régler des dossiers importants? Obtiens le droit de congédier des gens pour manque de travail ou incompétence ou name it. Obtiens la possibilité de renvoyer 10 % du monde en coupant dans des programmes, en coupant dans des affaires de même. Va chercher cette possibilité-là parce que le gouvernement, présentement, il n'a pas cette possibilité-là. Donc, tu dis, en échange, on donne le coût de la vie, on le donne ce que ça vaut, mais en échange, tu nous donnes la chance d'être un boss pour vrai. Puis le REGOP, il n'y a plus personne au privé ou presque qui a des fonds en prestations déterminées. C'est fini, ce monde-là, dans le secteur privé. Ben, on termine le REGOP également pour les employés de l'État. C'est quoi le REGOP pour les gens? Pour les gens qui... Les retraites. Les retraites à prestations déterminées. Qu'est-ce qui se fait dans le privé en ce moment? Ben, c'est des cotisations déterminées. L'employeur, si tu mets 4 %, il va mettre 4 %. Ça, c'est ce qu'on voit le plus classique. Dans des grandes entreprises, des fois, ça monte un peu. Si tu mets 7 %, ils vont mettre 7 % par exemple. Chez Valero, c'est un super fonds de pension. Si tu mets 9, ils mettent 9. C'est vraiment ça coche chez Valero, par exemple. Le problème, c'est que le gouvernement, présentement, le taux de cotisation est en haut de 10 %. C'est plus élevé que ce qui est fait dans les meilleurs employeurs au Québec, mais c'est à prestation déterminée. Donc, s'il manque de l'argent dans la cagnotte, c'est le gouvernement qu'il faut qu'il renfloue lui-même. Donc, ce fonds de pension-là, il n'existe plus. Tandis que tu dis, c'est que les employés pourraient décider du taux qu'ils mettent, puis ça enlèverait la pression d'être 10 ou plus automatiquement. Exact. Puis en plus de ça, comme les taux d'intérêt ont remonté, le timing est intéressant pour faire des moves de ce genre-là. C'est difficile à faire ces mouvements-là quand les taux d'intérêt sont très bas parce que les évaluations actuarielles font en sorte que ça coûte vraiment cher, les caisses de retraite. Mais là, présentement, avec la remontée des taux d'intérêt, le timing est intéressant pour changer les fonds de pension pour de vrai. Donc, les employés du secteur public, vous voulez avoir des augmentations de salaire qui ressemblent à ce qui se fait dans le privé? Jamais. Arrête, là. Je t'écoute depuis tantôt, je ris là, un peu. Jamais. Tu sais qu'ils n'embarqueront jamais là-dedans. Ils vont prendre le 10 % avant de faire ce que tu dis là. Oui, mais ils vont finir avec des grèves pareilles. Fait que tant qu'à avoir des grèves, faisons-les sur des vrais sujets. Essaye pas de fourrer le monde sur l'inflation à 10 %. Arrive, puis avec un vrai bon projet, puis là, tant qu'à se taper des grèves, c'est nous autres les citoyens qui se tapent ces grèves-là. C'est nous autres qui voient notre qualité de service se détériorer avec la fonction publique. Fait que tant qu'à détériorer nos services pour de vrai, puis tu veux un affrontement solide avec les syndicats, parce que c'est vers là que tu t'en vas de toute façon, Christy, au moins, il faudrait que ça vaille la peine. Réglons des problèmes à long terme une fois pour toutes. Ouais. Mais tu sais que ça n'arrivera pas. Le fond de tout ça, tu sais c'est quoi? Pourquoi ça n'arrivera pas? C'est que tous ces programmes-là, toute cette machine-là est là pour créer beaucoup de jobs avec de bonnes conditions. C'est toujours ça. Donc, autant le gouvernement ne le veut pas, puis c'est sûr que les employés, les autres, ils ne veulent pas avoir une nouvelle patente de fonctionner. T'sais, on est dans un mirage là, où on essaie de faire à croire qu'on s'est donné des services, on a engagé du monde pour donner des services. On n'est pas là partout. Là. On a créé
des gros hôpitaux avec plein de monde qui donnent pas grand service. On a créé... Beaucoup de services administratifs. Ah, ben oui, beaucoup de services. On crée des jobs. Tu sais, le but, c'est d'avoir quasiment la moitié des jobs du Québec qui sont reliés à ce gros éléphant-là qu'est le gouvernement du Québec, avec des bonnes conditions, des conditions au-dessus de la moyenne du monde, un bon fonds de pension, une sécurité garantie. C'est dans l'ADN du socialisme et du modèle québécois, cette affaire-là. Là. Puis, tu sais, on a sorti des chiffres un matin au niveau fédéral. Jeff, c'est hallucinant. Quand Stephen Harper arrive au pouvoir, il y a à peu près tout près de 300 000 travailleurs dans la fonction publique fédérale. Hein, 289, quelque chose comme ça à peu près. Stephen Harper, année après année, travaille fort pour ramener ce nombre-là à 257 000. Oui. On n'a pas vu ça au provincial. Ça, c'est le point Adonis the Beautiful depuis des années et des années. Le ménage que Harper a fait. Et quand est arrivé Trudeau, qu'est-ce qui est arrivé à Ottawa et à la grandeur du Canada, mais surtout à Ottawa? On est parti de 257 000 à 360 000. Voilà. Écoute, ils ont ajouté 100 000 travailleurs. Mais là, 2015, ça fait pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on avait des crises de passeport en 2015? Non. Est-ce qu'on avait des dossiers d'immigration accumulés sur le bureau qu'on ne traitait pas? Je veux dire, même les numéros d'assurance sociale, des fois, c'est dur les faire émettre pour les familles qui veulent ouvrir des régimes d'épargne-études, par exemple. Beaucoup d'emplois de gens à la maison depuis la COVID. Voilà, le télétravail. Le Canada est le pays dans le monde qui a le plus de télétravailleurs. Oui. C'est prouvé. Là. J'ai les statistiques devant moi ici. Là. Donc, c'est une job de rêve. Tu travailles au gouvernement en télétravail. Même si je n'ai pas ma grosse augmentation, ça ne dérange pas. Là. Mais as-tu pensé, nomme-moi une entreprise qui augmente sa force de travail de 40 en l'espace de 8 ans. Parce que c'est ça, passer de 257 000. Et qui est plus mauvaise qu'elle n'a jamais été. Ça n'a pas de maudit bon sens, man. On se fait fourrer, mais hein? Ouais, ben là, tu parles de Justin Trudeau. Moi, j'ai vu dans Le Devoir que c'est le plus grand défenseur de la démocratie qu'on a jamais eu. C'est dans Le Devoir en fin de semaine. Mais ça m'a surpris pareil, Le Devoir. Tu sais, j'aurais compris dans le Globe and Mail, mais dans Le Devoir, Justin Trudeau, le plus grand défenseur de la démocratie. Tabarnache, que c'est ça, cette affaire-là? Mais moi, comment ça coûte 100 000 travailleurs en termes de fonds de pension puis en termes de salaire et tout ça? Des milliards. On n'en a même pas pour notre argent. Non. Nos services, ils se détériorent quand même. Êtes-vous tombé sa tête? Il y a pas une entreprise complètement dysfonctionnelle en ce moment, comme jamais on l'a été. Puis pourtant, on est dans une ère où est-ce que... Puis on s'entend, là, c'est des jobs de col blanc au niveau fédéral. Là. C'est que ça, des affaires de col blanc. On est supposé d'avoir des logiciels dans le cloud qui sont payés par mois, qui sont hyper productifs pour tout le monde, que tout roule dans l'huile. Il n'y a rien qui marche. Plus rien qui marche. Plus rien qui marche. C'est l'enfer. Tous les gains de productivité qu'on fait dans le secteur privé qui nous permettent d'être plus efficaces, d'être meilleurs, de fournir plus de services, de fournir plus de produits avec moins de ressources humaines, parce que, by the way, on se fait voler beaucoup de travailleurs par la fonction publique dans le privé. Oui. On réussit tout ça, puis tous nos gains de productivité passent en augmentation de taxes puis impôts, puis éventuellement finit dans le trou noir. La machine. Et une machine qui fait des déficits dans des temps prospères. Oui. Mais on avait oublié ce bout-là. On avait oublié ce bout-là.